D'abord Sylvain Dadé, qui est cofondateur et directeur associé de l'agence SoWine avec Marie Mascret, avec cette idée de décrypter les tendances de communication, l'univers des boissons alcoolisées. Et accessoirement, vous êtes aussi une des forces invitantes de cet événement-là. Romain Becker, il est là. On vous connaît, vous, pour le podcast Le Bon Grain et l'Ivresse. Mais vous avez aussi d'autres casquettes, puisque vous êtes enseignant et vous avez initié récemment, si j'ai bien compris, une activité journalistique. Et la parité nous oblige à inviter des femmes. Donc vous les trouverez à leur côté. C'est par exemple Eva Crétois qui est là-bas, qui a eu une carrière de caviste. Et aujourd'hui, vous êtes stratège de marque dans l'univers du vin, des spiritueux. Et vous exprimez vos intuitions à travers un podcast qui s'appelle Comme et Cru, que vous avez créé. Et enfin, Pauline Vicard. Merci, vous êtes à l'heure. Je sais que c'était difficile pour vous. Vous êtes directrice d'un think tank Areni Global, qui est dédié à l'avenir des grands vins. Alors, on ne pourra pas faire l'économie d'expliquer ce que sont des grands vins, forcément, tout à l'heure. Vous nous direz. Alors, je vais commencer peut-être par une question commune. Peut-être qu'on va la partager avec le public. Quel ressort intime peut présider à la création d'un podcast? Pourquoi est-ce qu'on s'engage dans cette voie que j'imagine quand même assez chronophage? Par exemple, Eva, vous êtes dans mon champ de vision, pas de chance, je vais commencer par vous. J'accepte. Voilà, donc je l'ai dit, vous étiez caviste dans une cave parisienne. Si je me permets, j'étais responsable communication au Cave Le Grand. C'était un peu différent. Attention, je tiens à préciser. Vous voyez, l'étoffe des grandes professionnelles. Voilà. Attention. Malgré tout, c'était une enseigne Absolument. pour le moins extrêmement prestigieuse, sauf que, puisque vous avez cité le nom, vous m'avez confié que vous ne retrouviez pas dans leur discours un peu cadenassé et que tout ça était une espèce de jargon qui vous assommait un petit peu. Et vous avez dit, en tant que fille du Sud. C'est parfait. Oui, absolument. Donc ce podcast, Comme et Cru, qu'est-ce que vous en avez fait? Pourquoi vous l'avez créé finalement? Il est venu d'un besoin tout simple, je pense, d'expliquer clairement ce que c'est la communication et en fait de faire un pont entre les communicants et les producteurs de vin et de spiritueux, à la manière dont on veut faire des ponts, nous, entre communicants, entre les producteurs de vin et le grand public en fait. C'est décomplexifier la communication et tout en décomplexifiant le vin. Voilà. Bon, c'est limpide. Vous m'avez aussi dit que c'était un levier pour devenir une marque média. Oui, absolument. Alors, la marque média, aujourd'hui, on le sait, faire du vin comme faire des spiritueux, finalement, faire un bon produit, c'est pas le débat. Mais se faire connaître, ça, c'est le réel enjeu. Il y a une bataille de l'attention qui fait rage. Et pour se différencier, aujourd'hui, le podcast peut être une super bonne idée. Alors, je ne pourrais pas vous le partager, vu que je vous ai dit que c'est encore confidentiel. Mais avec mon associé Julia Musset, on a recommandé à un de nos clients en stratégie de marque, justement, de lancer une marque média. Donc eux, ils sont sur des pratiques viticulturales dont on va parler dans les prochaines années. Et en l'occurrence, ils ont l'occasion de devenir des précurseurs. Eh ben justement, on va en parler même plus tôt que vous ne le pensez. Gardez des forces. Très bien. Je vais revenir vers vous sur cette question-là juste après. Je vais me tourner vers Sylvain Dadé. Vous aussi, vous êtes installé dans un registre de conseils avec une petite antériorité quand même, puisque avant le podcast de l'agence SoWine, vous aviez déjà fait quelque chose sous forme d'un blog. Et donc ce podcast finalement prolonge un petit peu cette initiative-là. Vous avez ressenti le besoin de changer de format? Oui, c'est-à-dire que la vocation en fait, du podcast en prolongement du magazine, du blog qu'on tenait il y a quelques années, c'est de venir contribuer à informer en fait, une cible professionnelle. Nous, on est dans un contexte agence de conseil en marketing et communication, donc notre audience cible, c'est vraiment les professionnels du vin, les professionnels de la filière. Et on a tenu ce blog pendant presque une petite dizaine d'années et on a effectivement ressenti le besoin de changer de format, de le faire évoluer et d'aller sur quelque chose en fait qui, y compris dans la manière dont on le produit, nous donne finalement un peu plus de liberté et nous permet aussi d'aller à la rencontre d'acteurs du vin. Alors là aussi, on va y venir. Dans l'introduction, j'évoquais tout à l'heure l'érosion du poids de la presse spécialisée. Est-ce que les podcasts permettent de voyager peut-être plus léger, de trouver d'autres audiences? Oui, absolument. En fait, les podcasts sont par nature en fait des lieux ou des espaces de communication où leurs interprètes choisissent en fait une ligne éditoriale qui peut être potentiellement très très pointue ou assez généraliste dans la vulgarisation pour pouvoir capter une audience dans des moments de consommation du média, des moments qui sont différents, notamment en fait de l'écrit.
Et ce que je trouve très intéressant, c'est que les podcasts, en fait, on peut les écouter en voiture, en faisant du sport, enfin dans d'autres moments. On va reparler de la forme, de l'outil, de son usage juste après. On comprend bien le propos. Mais je vais profiter que vous soyez là aussi, Romain Becker. Je crois qu'avec le podcast, vous avez trouvé un prétexte finalement à arpenter le vignoble, un principe de réalité, d'aller toucher les vignerons et même d'apprendre au final par ricochet. Oui, exactement. Parce que nous, pour le podcast Le Bon Grain de l'Ivresse, on se déplace pour chaque enregistrement. Donc effectivement, on essaye de capter ce qui se fait dans le vignoble, une ambiance, une sonorité. Et moi, le ressort intime qui était derrière, c'était aussi une forme de manque sur des rencontres et des entretiens en longueur. Oui, voilà. D'accord. Alors tout à l'heure, vous êtes dans le vignoble, qui sont quand même des paysages à boire avec les yeux. Vous souscrivez à ce que je soufflais tout à l'heure, l'idée que le podcast puisse être une ode au voyage ? Moi, j'espère qu'avec les épisodes, on donne envie aux gens de se déplacer. On leur permet de passer un moment avec le vigneron, un peu comme s'ils étaient à la table installée avec lui ou elle. Je pense que c'est un progrès, ou en tout cas une bonne chose. Mais si j'étais à leur place, je me dirais que c'est pas tout à fait suffisant, et donc j'espère que je leur transmets aussi l'envie de prendre le train, la voiture pour aller sur place et rencontrer les gens, voir les paysages, sentir les odeurs, et essayer d'apprendre un peu plus de choses sur les vins. Cet univers sensible qu'on évoquait tout à l'heure. Bien, merci. Pauline Vicard, je vous ai laissé tranquille jusqu'alors. Vous pensiez vous cacher, vous échapper, non ? Pas du tout. Alors quand même, on a prononcé des gros mots tout à l'heure. Think tank, Arénie Global, c'est un think tank dédié à l'avenir des grands vins. Donc, en 2 mots, rapidement, une définition de ce que sont les grands vins, parce que, attention à ce que vous allez dire, vous allez vous faire plein d'amis dans les stands alentours. Je vais commencer par peut-être la définition d'un think tank, parce que c'est lié aussi au podcast. Faites. Mais donc, nous, notre métier, c'est la recherche. En fait, on regarde comment le monde change en termes de grandes forces de changement, géopolitiques, environnementales, sociales et sociétales, et comment ces grandes forces de changement impactent la production, la distribution et la consommation des grands vins. Des fine wine, parce qu'on est basé à Londres et on travaille en anglais, c'est une nuance qui est importante. Et donc du coup, notre métier, c'est de faire de la recherche, qui émet beaucoup de recherche qualitative et de méthodologie qualitative basée autour de l'intelligence collective, et aussi un petit peu de quanti. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est un grand vin ? Déjà, pourquoi on s'est sélectionné sur les grands vins ? Pour qu'on soit clair et qu'on ne traite pas d'élitistes, c'est pas parce qu'on n'aime pas les autres, c'est parce qu'on est vraiment notre filière est face à énormément de changements et des conversations qui sont très importantes et cruciales pour son avenir, et que les grands vins, quelle que soit la manière dont on les définit, se trouvent plus au top de la pyramide. Et pour que le top de la pyramide soit dans une position confortable, il faut que la base soit solide. Donc c'est explorer aussi une notion de responsabilité du sommet par rapport à la base. Ce qui est vrai pour toutes les industries, comme le parapluie, la voiture, etc. Mais justement, à travers le podcast, comment est-ce que vous pourriez définir votre auditoire ? Du coup, le podcast, simplement pour le mettre dans le cadre de comment il est arrivé, c'est que comme notre méthodologie de recherche, elle se base beaucoup sur le qualitatif, sur la rencontre avec des experts qui ne sont pas que ceux du monde du vin, parce quand on veut comprendre la géopolitique, c'est pas forcément au monde du vin qu'il faut demander. Pareil pour les grands changements sociétaux. Et donc du coup, nous, notre métier, on fait énormément d'interviews. On fait énormément de workshops avec ces experts, et donc du coup, simplement pour des projets de recherche qu'on fait, on fait ces interviews-là. Et il se trouve qu'elles sont passionnantes. Il y a peut-être un côté un petit peu égocentrique à trouver que ces conversations, elles sont super et qu'on est plusieurs à mériter de les écouter. Et c'était ça le podcast. De toute façon, on a la matière. Faisons-en quelque chose qui peut être aussi intéressant dans sa matière presque brute, avant nous de nous servir de cette analyse pour faire des publications, des rapports, etc. Alors, je ne me rappelle plus si j'ai répondu à votre question ou pas. Mais c'est bien, on garde quand même. Sinon, on va la refaire si vous voulez, non ? On garde. Alors, Eva, vous êtes aussi dans mon champ de vision. Vous avez une approche complètement différente, puisque vous avez fait un pas de côté pour vous sortir de quelque chose qui vous semblait un tout petit peu normé. Parlez-nous de votre auditoire. Comment est-ce que vous le cernez ? Comment vous le sentez ? Comment vous adressez à lui ? Quel type d'auditoire ? Très bien. Je le cerne grâce aux statistiques d'Ocha et grâce aux retours que je peux avoir. Ocha, donc on a prononcé, je ne sais pas si tout le monde est familier. Vous pouvez peut-être expliquer, comment ça s'écrit et deux, ce que ça veut dire. Alors ça s'écrit AUSCHA. Et en fait, c'est une plateforme d'hébergement, parce que quand vous mettez votre podcast en ligne, ça ne se passe pas comme ça en un claquement de doigts. Donc vous avez Acast, vous avez Ocha. Moi, j'ai fait le choix d'héberger mon podcast chez Ocha, parce que c'est plein de
c'est plein de bon sens cette plateforme. Elle permet de traquer les classements, de suivre les écoutes en temps réel, de savoir dans quel pays on est écouté, chez quelle tranche d'âge, sur quel moteur de recherche, sur quelle plateforme. Enfin bref, on a accès à une foultitude de data. Après, on peut choisir d'en faire quelque chose ou d'en faire absolument rien. Et vous avez assez d'informations justement pour définir la typologie de votre auditoire? Alors là, sur Ocha, c'est une chose. Après, clairement, faut approfondir. Et comment j'approfondis? Globalement, quand sort un épisode, je demande aux gens de me faire des retours où les retours sont spontanés en fonction de la thématique. Et c'est comme ça, en fait, que je peux estimer qui je cerne et à qui je parle aujourd'hui. Et aujourd'hui, je parle autant à des marques de vin, de spiritueux, mais également de sans-alcool. Ça peut être des petits domaines, des PME familiales, enfin un peu tout le monde. Mais aussi des indépendants et des agences de communication vin et spiritueux. Ah bah bravo pour la transmission. Sylvain, justement, agence, vous avez entendu. La typologie de votre auditoire, comment est-ce que vous pouvez la définir? C'est les professionnels du vin, enfin de la filière vin et spiritueux au sens large. Donc c'est vraiment un public soit du coup déjà aguerri, soit on s'en rencontre aussi un public d'étudiants, Oui. soit dans une logique de formation, commerce, au marketing, soit de reconversion, un certain nombre de formations qui font ça. Et effectivement, on a le bénéfice de l'échange en fait avec beaucoup de gens dans notre quotidien qui partagent avec nous en fait les moments d'écoute qu'ils peuvent avoir de nos podcasts et So Wine Talks. On a quand même entendu le mot étudiant, donc on revient à cette question de est-ce que le podcast peut être un outil de recrutement pour la filière vin? On va creuser cette question juste après. Romain, vous êtes le 4e dans la suite. Pour vous, votre auditoire, comment est-ce que vous pourriez le définir? Alors moi j'ai des professionnels comme mes camarades, mais j'ai aussi, c'est à peu près 50% de mon auditoire. L'autre moitié c'est des amateurs éclairés. On a parlé de podcasts pointus, je pense que nous on est un podcast qui n'est pas tout à fait grand public, notamment par le fait qu'on discute directement avec des vignerons et des vigneronnes, et on se permet d'utiliser un jargon sans le redéfinir à chaque épisode, donc ça discrimine un petit peu l'auditoire. Mais j'ai un peu comme Eva, je me base sur Ocha et aussi sur du retour direct, parce qu'Ocha c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et moi j'ai quand même pas mal d'amateurs aussi qui sont là pour le plaisir de découvrir des personnalités et d'avoir un moment intime, avec des vignerons. Alors, quand on s'appuie sur des outils de mesure ou des retours spontanés ou que vous provoquez, est-ce que vous arrivez à glaner suffisamment d'informations pour savoir ce que cherchent les gens qui vous écoutent? Qu'est-ce qu'ils cherchent en vous écoutant? Ah, tout le monde regarde ses souliers. Alors, si moi je peux démarrer. Allez. Je l'évoquais à l'instant là, en parlant de moments intimes. Je pense que ce que les gens cherchent en écoutant le Bon Grain de l'Ivresse, c'est soit de découvrir encore un peu plus les personnes derrière les vins qu'ils aiment déjà. Voilà. Avec de la chair, donc. Ouais, exactement. Ou des vignerons connus. Parce on essaye de varier le type de domaine qu'on va voir, mais quand on se déplace en région, on essaye d'aller voir des noms qui... Et vous alternez avec des nouveaux talents. Exactement. Donc voilà, quand on va voir Pierre Auvernois, par exemple, je pense qu'il y a des gens qui veulent l'écouter lui vraiment parce qu'il est connu, quand bien même ils n'ont jamais goûté les vins. Et après, il y a la possibilité de découvrir justement des nouveaux talents ou des talents qui sont en train de monter, dont on entend parler, et de découvrir les régions et les personnes qui font les vins. Vous êtes un explorateur de terrain, au final. J'essaye, oui. Vous essayez, bon, ça ne se présente pas trop mal pour l'instant. Alors, Sylvain, pour vous? Nous, la ligne éditoriale, elle est hyper claire, je crois. C'est le décryptage des tendances marketing et communication. Donc notre audience, en fait, et elle progresse, elle est là pour venir récupérer de la matière et notre analyse, notre regard, alors qui émane de l'agence, soit à travers en fait des témoignages. Mais les personnalités du vin qu'on interviewe, qu'on interroge, c'est toujours sur cet angle-là, sur l'angle de la communication et du marketing. D'accord. Et pour vous, Pauline, même question? Oui, de façon similaire à Sylvain, notre ligne éditoriale, elle est assez claire. En fait, nous, les podcasts qu'on présente, c'est soit pour trouver des réponses assez précises à des questions que la filière se pose, ou pour essayer d'aborder les choses d'un autre angle, donc peut-être apporter une autre vision. Et par rapport aux statistiques et aux data et ce qu'on peut voir, en fait, on arrive à voir peut-être, on voit ce que les gens
recherche dans le podcast, quand on voit ce qu'ils écoutent ou ce qu'ils n'écoutent pas, parce qu'il y a Statistiquement. aussi, statistiquement, on peut le voir. Et on le voit aussi, je ne sais pas pour vous, mais nous, les gens engagent beaucoup avec les épisodes sur les réseaux sociaux. Et donc, quand on a un épisode qui sort, on a pas mal d'échos sur les réseaux sociaux et les gens mettent leur propre takeaway, soit qu'est-ce qu'ils retiennent de l'épisode, qu'est-ce qui était intéressant pour eux. Et c'est toujours fabuleux pour nous de voir ça parce qu'on a toujours une idée quand même des questions qu'on se pose, sinon on ne ferait pas l'épisode, mais de voir comment les gens l'ont interprété. Ça vient valider en tout cas vos intuitions. Exactement. Et Bien puis sûr. ça peut orienter aussi des épisodes pour la suite aussi. Ça nous donne des idées pour la suite. Eva? Eh bien, à la manière de Sylvain et Pauline, finalement, ce sont des décryptages à la différence qui sont très pratico-pratiques. On est très concret, on est très dans l'opérationnel. Et en fait, mon but, c'est vraiment d'offrir des stratégies qui ne soient pas réplicables à l'infini, mais effectivement, comme Pauline le disait, des take-away, des trucs qui soient bien concrets, qui puissent s'implémenter après à leur sauce. Et encore une fois, sans jargon. C'est-à-dire, si on explique une notion de communication, on va avec l'invité du podcast, on va la décrypter et on va l'expliquer de manière simple, mais pas simpliste. On voit que vous êtes en ligne avec cohérente avec votre ligne éditoriale, en tout cas. Il y a un fil rouge. Alors justement, avec le recul de vous quatre, est-ce qu'on peut essayer une thèse qui dirait que le podcast, finalement, peut être un laboratoire d'idées, une espèce d'instantané qui va favoriser la circulation rapide des idées, des informations, etc. Est-ce qu'on voyage léger? Je vous laisse 3 secondes. Laboratoire d'idées, je pense qu'en fait, chacun, et en lien en ligne éditoriale qu'on représente, va se retrouver, va se reconnaître. Et puis si on n'est pas en fait dans la satisfaction du besoin, en réalité, on va perdre son audience. Ce qui implique effectivement de toujours se renouveler, d'avoir une réflexion sur les thèmes, sur la manière, un peu dans l'écriture aussi des podcasts, de renouveler le genre. Pour vous, forcément, Romain, c'est un petit peu différent dans le sens où vous êtes en combat rapproché avec les vignerons, en immersion, etc. Mais vous arrivez malgré tout à glaner, peut-être du fait d'une confidence dans la conversation, vous arrivez à glaner des choses que vous pouvez propulser, donner à entendre en tout cas à votre auditoire. Nous, il y a beaucoup de discussions techniques. On parle beaucoup de viticulture, de vinification, d'élevage. Et moi, par exemple, un retour que j'ai régulièrement, dans notre auditoire, on a beaucoup de vignerons et de vigneronnes. Et un retour que j'ai régulièrement, c'est ça me permet de savoir ce qui se passe à Chablis alors que je suis dans le Languedoc. Ça me permet de savoir ce qui se passe à Bordeaux alors que je suis en Provence et que j'ai pas le temps d'y aller en fait. Ça me permet de découvrir le travail en cours de certains vignerons et vigneronnes, les nouvelles idées. Alice et Olivier Demort qui font des vignes en échalas par exemple. Ça, j'ai pas le temps d'aller les voir, j'ai pas le temps d'en discuter avec eux. On pointe ce qu'on évoquait tout à l'heure, cette possibilité de dématérialiser le voyage immobile, etc. Voilà, et puis de partager ces expériences, ces essais qui sont faits dans le vignoble, à droite à gauche, et de les semer un petit peu partout en France. Alors j'ai vu que Pauline, vous étiez dans les starting blocks, vous avez amorcé un geste. Non, mais je voulais juste réagir par rapport, peut-être j'ai mal compris la question, mais dans ce que vous dites, est-ce que le podcast permet de voyager léger? C'est un média effectivement qui est réactif et qui est résilient. Par contre, c'est pas pardon, parce que... je l'ai mal dit. Effectivement, on va revenir sur la forme, sur la construction, mais juste après, tiens. On va en parler ensuite. Concentrons-nous sur la circulation des idées, la dimension laboratoire. Est-ce que ce média vous permet justement de faire circuler l'information rapidement? Et puis le côté laboratoire, pour nous, il est intéressant parce que, comme le disait Romain, ça nous permet aussi le format long. Nous, les interviews, elles durent aussi à chaque fois plus d'1 heure. On n'a pas beaucoup d'autres formats médias qui nous permettent d'aller en profondeur. Quand on transcrit nos interviews et qu'on est obligé de les résumer en 1500 mots pour avoir le côté écrit de l'interview, on a 15% de ce qui s'est dit dans une conversation. Donc en fait, le côté aller en profondeur, créer de la confiance avec l'interviewé, parce que les 5 premières minutes, il nous dit le message corporate et ensuite on arrive à trouver des trucs intéressants. Ça prend du temps et c'est vraiment un média qui facilite ça, vraiment, je trouve, d'aller dans la profondeur des choses. Je vois que votre voisine acquiesce. Alors moi, j'ai la solution des jeux, évidemment, mais quand j'ai fait ces interviews pour préparer, c'est quand même le fil rouge, l'élément récurrent, la dimension de la durée. Alors peut-être que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que c'est intéressant d'installer quelque chose sur cette durée. Alors déjà, le commentaire de Pauline me donne envie de rebondir dessus pour dire un truc il y a quelque chose à voir avec, mais le podcast, quand on écoute un podcast, c'est intentionnel. Ça n'a rien à voir avec lire un post sur, par exemple, LinkedIn ou Facebook où ça pop dans notre feed et on va le lire.
Mais il n'y a pas d'intentionnalité. Parfois, il y a des impressions de posts qu'on n'a finalement pas lues. Alors que la démarche pour écouter un podcast, elle est quand même autre. On doit ouvrir notre application, on doit taper le nom du podcast et on doit passer 30 à 1 heure, 2 heures de temps avec un podcast, que ce soit chez nous, dans la voiture. Enfin, c'est un format en one-to-one. C'est une attention qu'aujourd'hui, à trouver sur les réseaux sociaux, elle est impossible. Je vous défie de trouver cette qualité d'attention, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, n'importe quel réseau. TikTok, n'en parlons même pas, ça n'existe pas. Le podcast, c'est une réelle opportunité de créer une relation avec la personne et de s'inviter dans son quotidien, de s'inviter dans sa voiture. Je prends, très bien, puisqu'on va changer un petit peu le conducteur, c'est parfait. Du coup, qu'est-ce qu'un bon podcast? Qu'est-ce qui va créer ce caractère intentionnel? Alors, on a entendu la longueur de l'épisode, qui permet d'aller en profondeur. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Par exemple, la fréquence de parution. Quels sont les éléments qui ne sont pas négociables? Est-ce que la qualité du son, on parle cette fois de forme, va concourir à installer quelque chose qui donne envie? Sylvain parlait tout à l'heure de la ligne éditoriale, et je pense que ça, c'est le vrai dénominateur commun de tous les bons podcasts, c'est d'avoir une ligne éditoriale cohérente et de ne pas dévier de cette ligne éditoriale. Ou alors, si on dévie, on l'explique. Il faut être lisible. Exactement. Exactement. Des avis complémentaires ou contraires? Pour moi, c'est tout à fait dans la continuité. C'est tout ce qui fait un bon podcast et ce qui fait un bon format de communication. C'est-à-dire des choses qui sont travaillées, qui répondent à des questions que les gens se posent, qu'ils ont envie d'écouter. Des interviews, des gens en face de soi qui ont des choses intéressantes à dire et qui les communiquent de façon articulée et intéressante. Donc tout le côté fond et tout le côté forme, bien entendu. Les gens vont vous avoir pendant 1 heure dans les oreilles si le son est grésillard. Nous, c'est ce qui nous arrivait sur nos premiers podcasts. On a beaucoup tâté sur le côté production. Ouais, c'est un tue-l'amour. On avait quand même des gens qui nous écoutaient, mais c'était les plus tenaces, j'allais dire, les plus passionnés. Et tout ce qu'on peut faire pour leur améliorer leur confort d'écoute, effectivement, c'est très important. Voilà, je vous vole cet élément-là. Sylvain, je vais venir vers vous avec une question juste après. Mais Romain, vous avez dû vous installer avec un format qui est différent puisque vous n'êtes pas une agence. Le mot est galvaudé, mais je vais le placer maintenant. Ce sera la seule fois où vous êtes un passionné sur le papier. Et vous m'avez dit finalement avoir monté votre podcast, puisqu'on parle des moyens et de la qualité intrinsèque, avec peu de choses. Et vous savez même le chiffrer finalement. Oui, si on veut se lancer dans le podcast, c'est relativement peu coûteux en matériel. Nous, ça nous a coûté quelques centaines d'euros et on est très bien équipé. On peut, pour moins de 100 euros, commencer à avoir un son relativement correct. Ce qui nous coûte, nous, un peu d'argent aussi, c'est qu'on travaille avec un ingénieur du son. Et là, Pauline m'a un petit peu enlevé les mots de la bouche, mais il y a le fond et la forme sur la qualité des podcasts. Et je dirais qu'il y a aussi, pour un bon podcast, la créativité. Quand on apporte quelque chose de nouveau sur la forme, pas seulement sur la partie technique, qualité du son et ainsi de suite, mais sur le montage, sur la musique, les jingles, ce genre de choses, ça peut être aussi quelque chose qui attire et fait rester les auditeurs et les auditrices. Mais en fait, comme en presse écrite, un bon éditeur, c'est aussi important dans le format audio que dans un format écrit finalement. Voilà. Bravo, c'est bien résumé. Alors justement, Sylvain, j'ai promis de venir vous taquiner. Vous ne travaillez pas seul, vous avez aussi des clients. On apprend à compter, on apprend à lire. Est-ce qu'il faudrait imaginer un jour d'apprendre à podcaster? Je n'ose pas parler d'éloquence, mais en tout cas de s'exprimer avec ce format qui est quand même un peu particulier. Oui, je crois que ça a Est-ce que été vous bien. devez éduquer vos clients, par exemple? Oui, pour ceux de nos clients à qui on va recommander effectivement de s'investir dans les podcasts. Alors de deux manières. Une première manière, c'est l'autoproduction, se dire on va créer son propre podcast, qui peut être une voie possible et qui pose beaucoup de questions préalables, ou en fait aller à la rencontre de podcasteurs, d'émissions de podcasts qui sont susceptibles d'être relais derrière d'informations en lien avec soit une actualité, soit simplement un propos et autour de la rencontre tout simplement. Mais l'exercice en fait du podcast, gérer l'exercice oratoire ou l'éloquence que ça réclame en fait, elle est, je dirais peut-être aussi aussi compliqué que une interview en presse écrite ou en presse audiovisuelle. Encore qu'on peut souvent en fait maîtriser le contexte et on n'est pas toujours montage, dans de la par prise exemple directe. Il y a éventuellement du montage. Et puis il y a quelque chose d'un peu moins intimidant, c'est-à-dire selon les formats, on peut être tout simplement dans un format d'échange avec quelqu'un. Et il n'y a pas les caméras, en fait, par exemple, qui viennent nous faire peur. Justement, on n'en a pas parlé. J'ai dit tout à l'heure que le podcast pouvait être doué de vidéos.
justement, on parle du caractère intimidant, on sait aussi la dictature de l'image animée, l'emprise qu'elle exerce sur nous tous d'ailleurs, je me compte parmi vous. La vidéo, ça va devenir un geste obligé pour le podcast ? Alors, je dirais pas que c'est un geste obligé. Il faut reconnaître qu'on voit beaucoup de podcasteurs du coup se déployer en fait sur le format vidéo. Et finalement, c'est un peu dans le prolongement de ce qu'on a vu en radio. C'est-à-dire que je pense que la radio est un prolongement assez naturel pour le podcast. Il y a beaucoup de chaînes de podcasts qui émanent en fait de la radio initialement, et elles se sont mis à se filmer. Effectivement, on voit que YouTube, enfin que les chaînes vidéo sont susceptibles d'être des relais d'audience, et c'est les raisons pour lesquelles, notamment, certains y recourent. Mais Romain qui nous parlait de ses moyens tout à l'heure, ça vous emmènerait vers autre chose. La vidéo, c'est du matériel, c'est une technique, peut-être même des personnels dont il faudrait s'entourer pour maîtriser le montage ou des choses comme ça. Alors effectivement, je pense que la barrière à l'entrée elle est un petit peu plus compliquée pour la vidéo. Et moi j'ai l'impression que c'est quand même deux médias assez différents, mais qui peuvent être complémentaires. Mais comme le disait Eva tout à l'heure, comment dire, avec la vidéo, on écoute, enfin, on se met pas dans les mêmes conditions. Il faut regarder, il faut avoir un téléphone ou un ordinateur en face de soi, là où le podcast, on peut le faire, comme on l'a dit, en cuisinant. C'est-à-dire que la scénographie en elle-même n'est pas la même. Ça ne demande pas le même engagement corporel, organisationnel, donc ça laisse peut-être un petit peu moins de liberté la vidéo. Là où par contre, je rejoins Sylvain, c'est que la vidéo, je trouve que c'est un bon moyen pour faire parler du podcast, montrer des extraits et attirer du monde, des nouveaux auditeurs ou nouvelles auditrices vers les épisodes. D'accord. J'ai l'impression que Pauline a quelque chose à faire valoir sur ce terrain-là. Ce qu'on a vu sur la vidéo, c'est pas tant l'intégralité de l'épisode qui est important d'avoir en vidéo, c'est d'avoir des clips vidéo pour la promotion de votre podcast en fait. Et que les algorithmes actuels des réseaux sociaux vont énormément favoriser ces supports-là. Et nous, on ne le fait pas, par exemple, encore, on n'enregistre pas du tout, pour des raisons de qualité, parce que quand on fait un truc, on aime bien le faire, et pour des raisons de coût aussi, parce qu'on n'a pas parlé des modèles économiques des podcasts, mais ça... On y vient. Ça ajoute. On y vient. Eva, vous voulez compléter peut-être ? Vous adonnez vous-même à la vidéo, vous y pensez ? Oui, je l'ai fait une fois et force est de constater quand même que les résultats ne sont pas les mêmes. Pour créer du lien avec l'audience, c'est tout à fait différent. Et après, je rejoins évidemment ce qui a été dit auparavant. Ce qui est fantastique, c'est qu'en fait, grâce à une vidéo longue, on peut en extraire plusieurs snippets et en fait, ça nous permet d'avoir des teasers qu'on peut utiliser sur les différents réseaux sociaux, ce qui permet en fait de faire des petites mises en bouche du podcast. Vous avez donc des éléments satellitaires qui concourent à la promotion du support principal. Exactement. Alors justement, on parle d'impact. Vous êtes aussi des prescripteurs. On parlait de la presse viticole spécialisée. Donc tout à l'heure, les magazines de français sur la planète vin, c'est un euphémisme, ont un poids très très relatif. J'essaie de le dire en termes diplomatiques. Je vous laisse traduire ce que ça peut vouloir dire. Est-ce que l'anglais va être une condition express pour avoir une influence sur la planète vin ? Romain prend son élan, je vois pour sa respiration. Ouais. Pauline, vous qui pensez anglais, vous mangez anglais, vous dormez anglais ? Nous, c'est notre audience, de toute façon. Notre audience, elle est globale, donc l'anglais, de toute façon, c'est obligatoire. On a fait quelques épisodes en français, vraiment, quand on a des personnalités très intéressantes et qui ne sont pas confortables en français, on a tout de suite plus d'authenticité quand on parle dans la langue de la personne. Mais oui, nous, l'anglais, c'était de toute façon pas négociable, obligatoire. Après, tout dépend, j'allais dire, pour votre question par rapport à l'impact, tout dépend du côté impact que vous voulez avoir. Si l'impact que vous voulez avoir, il est sur le marché français, vous n'avez pas forcément besoin de l'anglais. Si vous avez besoin de faire bouger les choses, si vous avez besoin d'inciter au changement sur certaines pratiques, j'allais dire, l'anglais, il est intéressant parce qu'en règle générale, beaucoup des personnalités qui mènent le changement peuvent aussi écouter l'anglais, même s'ils ne peuvent pas le parler. Et ça, du coup, ça vous réduit un petit peu moins votre audience. Mais je ne sais pas si c'est obligatoire. Là, par exemple, la vidéo, ça serait sympa avec du sous-titrage en français. Par exemple. Oui, parce qu'on n'a pas les sous-titres dans les podcasts. Exactement, c'est ça le vous problème. devancez la remarque suivante à propos de et vous l'avez vu, ça transpire un petit peu sur tous les réseaux, l'intelligence artificielle qui vient même coloniser toutes les failles, tous les éléments d'information des médias, etc., etc. Sylvain, vous avez quelque chose à nous dire sur ce terrain-là, peut-être ? La traduction automatique, l'intelligence artificielle ?
effectivement, nous on a du coup récemment ouvert, il y a 3-4 ans, une filiale au Royaume-Uni basée à Londres et une filiale du coup pour le marché nord-américain basée à New York. Donc naturellement, en fait, on a une audience à capter qui est anglophone. Et ça fait partie du coup de nos réflexions de se dire est-ce que ça ferait sens pour les So Wine Talks qu'on a lancé donc en 2019, il y a plus de 100 épisodes, de venir les traduire et les diffuser en anglais. Et ce qu'on sait, sans l'avoir encore fait, c'est qu'effectivement les outils d'intelligence artificielle aujourd'hui le permettent. C'est-à-dire que assez naturellement, en fait, on peut avoir de la traduction automatique. Et ensuite, on peut avoir en fait un algorithme d'apprentissage de voix en fait, qui va emprunter notre timbre de voix et qui va du coup raconter le podcast en anglais. Ça renforce la notion d'autoproduction. Ça renforce la notion d'autoproduction. La question que je me pose, c'est à quel point en fait l'authenticité, l'énergie, la passion de certaines manières en fait qu'on déploie quand on s'exprime à un micro de podcast sera perçu de la même manière Bien en sûr. fait via une IA. Bien sûr, et on a bien saisi que justement cette chair, cette authenticité, c'était un des leviers pour au moins séduire ou capter un auditoire. Alors, on a commencé à le dire, mais on va l'aborder de manière un peu plus frontale. Est-ce qu'il peut y avoir un modèle économique au podcast, ou alors est-ce que c'est uniquement à envisager comme un outil de promotion, par exemple? Par exemple, Romain, vous êtes dans une position un peu différente par rapport à nos 3 autres invités, parce que vous n'avez pas une agence, vous n'avez pas de clients directement. Par exemple, vous encouragez à un soutien via Tipeee. Vous avez aussi parfois des partenariats. Comment est-ce qu'on peut envisager cette dimension-là? Oui, alors nous, ce qui nous fait vivre, entre guillemets, enfin en tout cas ce qui nous permet de produire le podcast, on a plusieurs sources de revenus. On fait des partenariats, donc pour faire simple, des publi-reportages comme on peut avoir dans la presse écrite, qu'on annonce. On a travaillé avec l'association Alsace Cru et Terroir, on a travaillé plusieurs fois avec des interprofessions de la vallée du Rhône. Ça, c'est une partie. Effectivement, on sollicite un petit peu les auditeurs sur Tipeee, mais c'est très modeste. Voilà. Nous allons faire passer un petit chapeau Oui, à la exactement. fin de cette intervention. Non, aujourd'hui, nous, surtout, le podcast, on a commencé à monter un club d'amateurs de vin uniquement avec des auditeurs pour l'instant. Et l'idée, c'est... voilà, ils ont commencé à tisser un lien avec des vignerons via le podcast. Maintenant, on essaye de faire en sorte de pouvoir leur proposer des vins et proposer aussi des expériences, donc soit des dîners, soit des tours dans le vignoble, pour qu'on puisse faire le lien direct entre les auditeurs, les amateurs de vin et les producteurs. Voilà. Vous devancez Je vais quand même vous poser la question de combien ça coûte. Et après, on glissera sur la question de la fidélisation, parce que là, vous avez commencé à amorcer cette question-là. Sur le combien ça coûte, vous pouvez nous donner des ordres d'idées sur les postes différents? Nous, alors sur les postes différents, c'est pas les postes techniques ou matériels qui coûtent les plus chers, comme tu disais, c'est vite rentabilisé également. Nous, le premier poste, c'est le temps, parce que un podcast, si on veut faire un épisode d'1 heure qui soit intéressant et qui soit écoutable pendant 1 heure sans perdre l'audience, c'est énormément de préparation en amont. Déjà de trouver le bon invité, puis ensuite de préparer une bonne interview. Et on a autant de temps en post-production qu'en préparation. Au niveau de l'édition dont je vous parlais, vraiment garder les morceaux qui sont les plus intéressants. Et puis après, il y a tout le côté édition également. Et après, si on veut, le 3e volet, c'est tout le côté promotion. Parce que ça ne s'arrête pas quand vous avez terminé d'enregistrer votre épisode. Il faut aussi arriver à le diffuser et à le diffuser correctement. Nous, on estime un coût d'épisode sans la vidéo, mais on estime un coût d'épisode autour de 5 000 € Ah oui. à peu près. D'accord. Eva, vous êtes sur un dimensionnement un peu différent, j'imagine. Alors oui, mais donc si je devais vivre avec le podcast, eh ben je vivrais avec 600 € divisé par 12 mois. Voilà. C'est ce que j'ai... Modeste. Exactement, très modeste, fort modeste, de quoi acheter une petite cabane. Et encore. Donc en fait, tout ça pour vous dire que le sponsoring, parce que c'est ce que j'ai mis en place un sponsoring, donc avec justement des entreprises qui peuvent répondre aux besoins des acteurs donc innovants du monde du vin et des spiritueux, donc à savoir les producteurs et les marques. Je pense que ça peut être un très bon modèle, mais encore une fois, il faut déjà bien trouver les sponsors, bien les filtrer pour proposer quelque chose de qualité à son audience. Et cohérent. Cohérent. Et D'où surtout, le temps que ça prend de préparation. Exactement. Et sinon, au niveau du temps, premier poste, le temps, c'est très Donc c'est chronophage. l'humain. On Exactement. parle de choses Exactement. dématérialisées, Ouais, mais ouais, c'est l'humain la colonne absolument. vertébrale. Absolument. Et pour ma part, je pense qu'on en parlera après, moi j'ai fait le choix, donc déjà j'ai une podcast manager, mais c'est surtout que j'utilise aussi pas mal l'IA dans tout ça.
mais il faut faire attention à l'art et la manière dont on utilise. Alors, vous avez, puisqu'on fouille les entrailles de la fabrication, puisqu'on fait un peu de spéléo, là, on est dans l'intime, on est dans le travail de coulisses, vous avez aussi un format assez particulier, puisque vous avez fédéré autour de vous des acteurs qui vous aident à penser votre métier, vous avez des gens d'univers différents. Vous êtes une espèce d'équipe, au final, un petit peu informelle. Oui, donc une communauté, alors qui est pas agence, mais pas collectif non plus. C'est un modèle un peu hybride, où effectivement, je me suis entourée d'autres indépendants du monde du vin. Et par exemple, ils réalisent aussi avec moi des épisodes très spécifiques. Par exemple, là, on va avoir un épisode qui va sortir autour du marketing sensoriel et comment utiliser le marketing sensoriel dans sa stratégie salon. Et vous mobilisez quel type de compétences? Parce qu'on comprend que vous n'êtes pas seul, mais... La compétence de la personne, donc à savoir ses connaissances à elle, et derrière, il y a moi, l'huile de coude et ma podcast manager, et voilà. D'accord. Et chez SoWine, comment est-ce qu'on travaille? Comment est-ce qu'on fabrique tout ça? Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça mobilise en termes d'investissement matériel ou humain? Alors c'est très très frugal. Effectivement, c'est un bon micro qui coûtait quelques centaines d'euros. On a une productrice en fait qui vient faire sur une demi-journée plusieurs enregistrements. On prépare ça de façon assez... Enfin, je veux dire, c'est juste réussir à coucher sa réflexion sur le papier, mais ça prend pas un temps... Enfin, pour nous, qui est très très important. Donc c'est très frugal. On comprend bien ça. Pour autant, la production de l'épisode, ça n'est pas une fin en soi. Il faut qu'à un moment, ça transpire vers l'extérieur. Est-ce que des expériences que vous avez menées, est-ce qu'il y a des plateformes peut-être que vous pourriez recommander ou pas? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Sur quoi est-ce qu'on est vigilant? Qu'est-ce qu'on retient? Ce qu'on sait, c'est la consommation du podcast, elle est selon différents devices et selon différentes plateformes. Donc d'où l'intérêt de recourir à des syndicateurs comme Ocha ou comme SoundCloud, par exemple, qui peuvent avoir en fait cette capacité en fait de pousser le contenu podcast en fait sur les différentes plateformes. Et ensuite, derrière, une fois que ça c'est disponible, les gens vont pas naturellement en fait se retrouver avec ce contenu qui va leur être poussé. Il va falloir créer les conditions pour amener du coup l'audience vers le contenu, par-delà celle qu'on a pu fidéliser. Donc en fait, il y a quand même toute une réflexion sur la fidélisation, la capacité en fait aux abonnés sur les différentes plateformes à suivre et à commenter, à mettre des bonnes notes, des étoiles, en fait, qui vont participer à faire remonter le podcast en termes de e-réputation. Mais c'est vrai que nous, de notre expérience, c'est quand même beaucoup nos réseaux sociaux qu'on utilise pour promouvoir nos podcasts. Et dans le cadre de clients, c'est des stratégies intersectionnelles avec d'autres podcasts qui vont faire la promotion des 10 podcasts qui peuvent être du coup une voie pour aller trouver un public qui n'est pas naturel. Sur la voie qu'a ouverte Sylvain, sur la question là, je vois que tout le monde est dans les starting blocks, là encore, sur la question de la fidélisation de la communauté. Romain, vous vouliez intervenir? Oui, enfin, je voulais juste compléter ce que disait Sylvain. Moi, il me semble qu'il y a une bonne partie de la recommandation qui se fait aussi par le bouche à oreille. Et ça se voit, enfin moi en tout cas, je le constate, quand il y a certains épisodes qui sortent, on voit un saut d'audience relativement important qui permet ensuite de fidéliser les gens, enfin les auditeurs, mais c'est quelque chose d'assez impalpable en fait. Je vois pas forcément j'ai pas forcément plus de retours ni plus de visibilité sur les réseaux sociaux, mais je vois que l'audience monte. Il y a beaucoup de la recommandation qui se fait de pair à pair en fait. D'accord. Après la fidélisation, pour répondre à votre question, c'est aussi une question un petit peu nébuleuse, mais je pense déjà que pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, un bon podcast, il crée un rendez-vous. Donc la régularité de la publication, c'est assez important parce que les auditeurs et les auditrices, petit à petit, ils s'habituent en fait à avoir un intervalle régulier. Loin des yeux, loin du cœur. Voilà, exactement. Et comme le disait Eva tout au début, on est quand même dans une bataille de l'audience, du temps d'attention. Et donc si vous arrivez à créer ce rendez-vous, exactement, vous évitez l'écueil de loin des yeux, loin du cœur. Pauline, vous avez des recettes sur ce terrain-là pour entretenir l'amitié? À chaque fois que j'ai une décision à prendre, je me demande qu'est-ce que tu ferais si tu étais un grand vin. Un grand vin, qu'est-ce qu'il fait? C'est la qualité, la consistance. Et la consistance dans la qualité. Et ce qu'a dit Romain... Écrivez-le, ça. Et ce qu'a dit Romain est très très juste, c'est-à-dire avoir une publication régulière des épisodes. Ça sert aussi au niveau des algorithmes, pour
pour faire remonter le podcast d'une meilleure façon. Donc, c'est vraiment arrivé à publier les 2 épisodes par mois qu'on a dit qu'on ferait et les faire effectivement. Nous, on associe toujours le podcast, c'est un de nos outils, mais on a une newsletter qu'on sort 2 fois par mois aussi, donc qui va nous permettre de le diffuser. Notre newsletter, c'est vraiment l'outil le plus puissant de tout ce qu'on a dans notre attirail. C'est vraiment le plus puissant de nos outils. L'agent liaison à privilégier. Ouais, encore une fois, c'est un format comme le podcast, mais en écrit, qui permet un format long et qui permet une certaine personnalisation. Donc, vous pouvez avoir un ton de voix qui est très personnel, qui est le vôtre. Vous pouvez ajouter votre ton de voix personnel et une structure un petit peu plus corporate à des articles. On peut mélanger un petit peu tout. Donc ça crée un lien très intéressant. Donc voilà, nous, c'est d'avoir cette stratégie de diffusion, bien entendu, de travailler avec les plateformes, les réseaux sociaux, mais aussi au niveau de la newsletter et aussi au niveau de plein d'autres choses qu'on peut faire, le côté un peu cross-canal. D'accord. Eva, vous avez pu expérimenter d'autres moyens, peut-être ? Oui. Sur Ocha, donc encore une fois, navré, c'est la plateforme que j'utilise. Vous avez la possibilité en fait de travailler le référencement de vos épisodes à l'aide de hashtags. Et en fait, vous avez un tableau. Ce tableau, il est mis à jour à peu près toutes les semaines et vous devez vous assurer que les mots-clés qui apparaissent dans la description de votre podcast, dans la métadonnée en fait, sont des mots-clés qui sont bien référencés. Alors ce qui est intéressant, c'est que par exemple, en janvier, sans surprise, un des mots qui traînait le plus, c'était Dry January. Donc clairement, si vous êtes dans le secteur du vin et des spiritueux, vous aviez tout intérêt à sortir un épisode à ce sujet. Il faut aussi savoir utiliser habilement les marronniers. Et par rapport à la fidélisation, comme Pauline, je dirais qu'à partir du moment où c'est cross-canal, à partir du moment où on a la possibilité, où on a différents canaux qui se complètent pour promouvoir un podcast, ça c'est super chouette. Et ça donne une force de frappe au podcast assez phénoménale. D'accord, eh bien, très bien. On le note. Je vous renvoie à ce que je disais tout à l'heure. En décembre 2024, si vous n'étiez pas encore arrivé, 163 millions de téléchargements pour les seuls podcasts français. Quel conseil vous pourriez donner pour arriver à se distinguer dans cette espèce d'univers très foisonnant ? Alors, se distinguer en termes de fond ou de forme ? Qui se lance ? Si je peux me permettre, je dirais qu'il faut écouter du podcast et pas forcément écouter du podcast vin et spiritueux. Donc je sais qu'effectivement, on est dans la filière. Des inspirations multiples. Exactement. C'est aussi bien de savoir ce qui se passe dans d'autres secteurs, à l'international, d'expérimenter d'autres formats, d'être curieux en fait. Mais surtout, littéralement, passez-moi l'expression, de bouffer du podcast. Matin, midi, soir. C'est d'ailleurs, je crois que Pauline peut-être me souffler l'idée sur cette manière d'éduquer le client. Vous me pardonnerez l'expression, on est entre nous, de manger du podcast, toujours les faire consommer pour qu'ils intègrent les codes. Pour vous distinguer, vous avez d'autres recettes, peut-être les uns et les autres, pour exister ? Nous, Il y a quand même un univers assez concurrentiel, vous n'êtes pas seul sur ce oui, terrain-là. alors c'est concurrentiel, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un format qui fonctionne bien dans la niche, le podcast. Donc on n'a pas forcément d'avoir, pour performer, pour être dans les 5% les plus performants des podcasts, vous n'avez pas besoin d'être téléchargé des millions de fois. Tant que vous avez une audience justement qui est fidèle, qui revient, qui télécharge les épisodes. Nous, ce qu'on a fait, on a plusieurs formats de podcast en fonction des sujets qu'on traite. On en a un qui est récurrent, c'est la grande interview. Mais on a aussi des mini-séries, des séries limitées sur un sujet, que là, on monte un petit peu comme des reportages. Donc on a essayé, effectivement, comme tu l'as dit, plusieurs formats, plusieurs choses. On a regardé ce que faisait la BBC, on a regardé ce que faisaient justement les grands émetteurs d'audio. Tu parlais de la radio, parmi les plus beaux podcasts, c'est les radios qui sont en train de les faire en ce moment. Donc, il y a aussi dans le podcast un art du storytelling que la radio maîtrise depuis très longtemps. Donc allez écouter, moi effectivement, ça a été mes modèles d'inspiration, à la fois les podcasts géopolitiques, comment on raconte des idées au niveau du débat, et des podcasts comme celui de la BBC, comme celui de France Inter, sur France Culture, voilà, comment on raconte une histoire à travers de l'audio. Alors justement, vous avez été sollicité par votre voisine, Sylvain. Est-ce qu'il y a des initiatives saillantes, des choses spécialement intéressantes que vous avez retenues dans votre parcours, des expériences que vous avez menées, des choses dont vous seriez fiers, dont vous pourriez nous faire état ? Alors, nous, on a beaucoup parlé des So Talks, qui est notre propre chaîne de podcast, mais en fait, en qualité d'agence, on est amené à réfléchir avec des clients sur des campagnes de communication, des stratégies de communication qui potentiellement peuvent du coup
valoriser les podcasts. Et on a un client à Bordeaux qui s'appelle Cos d'Estournel, qui est un second grand cru classé à Sur Wine Saint-Estèphe. Paris peut-être ou Oui, quelque part. quelque part. Sa qualité en fait de second grand cru classé, là, en termes de, je dirais, de communauté naturelle, on est plutôt en fait chez des grands amateurs ou des wine geeks. Et en fait, toute notre réflexion, ça a été de dire à un moment donné comment est-ce qu'on crée les conditions pour, en stratégie de conquête, s'adresser en fait à une autre typologie de clientèle potentielle et surtout plus jeune. Et du coup, on a créé en fait un format de podcast fictionnel. Donc c'est vraiment, on parlait de storytelling, en fait, d'une narration qui est du coup dédiée spécifiquement en fait pour cette saga de podcast qui a connu du coup 3 épisodes et qui permet en fait de porter vraiment un regard très différent en fait sur Cos. Et là, c'est du coup un sujet qui, en termes de production, a demandé effectivement un tout petit peu plus de Fictionnel, moyens. donc il y a un travail Il y a d'écriture. un travail On d'écriture. peut peut-être penser aussi au succès des Larmes de Dieu. Vous avez peut-être vu passer ces mangas, qui ont été un Exactement. véhicule quand même pour la cause du vin à Bordeaux spécialement. Et on a casté des voix, voilà, c'est quelque chose effectivement qui du coup demande un travail de préparation qui est sensiblement plus important que celui qu'on déploie pour notre propre compte. La fiction donc, bravo. Romain, vous vouliez intervenir? Je pense qu'il faut de l'originalité dans le format. Parce que si un château, peu importe lequel, produit un podcast juste pour raconter son histoire, entre guillemets, je ne pense pas que c'est là qu'il va réussir à se différencier. On parlait de la radio qui faisait des très beaux podcasts aujourd'hui, c'est aussi parce qu'ils ont les moyens de le faire. Ah bon? Récemment, Comté, Radio France a fait un podcast pour la filière Comté en impliquant un comédien de la Comédie Française. Donc tout ça donne des formats très, très originaux qui coûtent un petit peu d'argent. Et donc je trouve que le sujet là sur la fiction, justement, ça permet d'être original, de sortir des sentiers battus et pas seulement de parler de choses techniques ou de son domaine et d'en parler de manière détournée. Et à ce sujet, là récemment, il y a le Château Cheval Blanc qui a sorti un podcast qui s'appelle Une autre agriculture, c'est leur 2e podcast. Ils avaient sorti il y a quelques années un podcast qui parlait d'eux. Aujourd'hui, c'est un podcast Château Cheval Blanc, mais qui parle de l'agriculture au sens large, de pratiques vertueuses, d'agroécologie, ce genre de choses. Et moi, je trouve ça malin, en fait, parce que c'est leur nom, mais c'est pas eux qui mettent en avant. Ils vont attirer un auditoire assez large, et ça, je trouve que pour leur image de marque, c'est assez intelligent. Donc voilà, on sent qu'on s'aventure un tout petit peu. Alors on était sur la fiction tout à l'heure. Pour autant, vous l'avez vu, on a parlé d'intelligence artificielle qui sait aujourd'hui générer des voix, faire des fausses vidéos. Bref, on sait tout faire pour aller vite. Alors je vais poser une question frontale et collective et débrouillez-vous avec ça. En quoi êtes-vous irremplaçable? Vas-y, je t'en prie. On n'est pas irremplaçable. Enfin, je veux dire, je pense que vous pouvez rentrer chez vous. Il faut avoir un peu d'humilité sur le fait que du coup, je veux dire, que ce soit l'intelligence artificielle ou d'autres porteurs en fait de Alors comment est-ce qu'on se prémunit du fait d'être irremplaçable? En fait, je pense encore une fois, c'est beaucoup de sincérité, d'authenticité, de passion. On l'a dit, une qualité de ligne éditoriale bien claire, une qualité de production, une bonne fréquence de publication. Je pense qu'on est encore tranquille, mais on n'est pas irremplaçable. Tout le monde a les micros prêts à jaillir. Je pense que le mot il a été prononcé déjà plusieurs fois. Il y a de la chair en fait. Il y a une chair que, à mon avis, l'intelligence artificielle n'arrive pas encore à donner aujourd'hui. Est-ce qu'elle y arrivera un jour? Peut-être. Mais comme dit Sylvain, je pense que pour l'instant on est assez tranquille sur ce côté-là. La sincérité, l'intimité, l'authenticité, tout ça. Moi, j'ai pas encore l'impression qu'on peut l'avoir avec l'intelligence artificielle. Alors, puisque la parité m'oblige à certaines choses et qu'en plus on vous a donné un micro, je vous laisse compléter ces éclairages. Non, ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que pour bien travailler avec l'IA, finalement, il faut les mêmes compétences que pour être un bon podcasteur. C'est qu'il faut arriver à poser des bonnes questions. L'IA, elle est performante quand on lui pose des bonnes questions. Une interview, elle est intéressante quand on pose des bonnes questions. Et ça, justement, si l'IA elle a besoin de nous pour qu'on lui pose des questions pour fonctionner, un podcast, il a besoin de nous pour qu'on pose des bonnes questions à des invités et faire quelque chose d'intéressant. Donc moi, en ça, je vois qu'on est assez safe sur les choses. Tout ce qui ne veut pas dire que l'intelligence artificielle n'est pas intéressante et ne peut pas aider à une meilleure qualité des contenus qu'on peut produire. D'accord.
Sur la partie stratégie, l'IA peut être très très forte, mais à condition, comme Pauline l'a dit, de bien la briefer. Et ça passe par savoir prompter, ça passe par lui demander de nous poser des questions. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous voulez utiliser l'IA dans votre quotidien, vous ouvrez ChatGPT comme tout le monde, mais vous demandez à ChatGPT de vous poser entre 30 et 40 questions pour saisir vraiment toute la différence de votre business, vos objectifs à atteindre avec ce podcast. Et là, une fois que vous avez rempli toutes ces questions, donc effectivement c'est long, 30-40 questions, ça peut être assez fastidieux selon la longueur des questions, et bien une fois que vous avez rempli ça, oui, vous allez avoir accès à des bonnes réponses. Mais pour ça, il faut accepter de passer du temps à briefer l'IA. Donc je ne dirais pas que l'IA va nous remplacer, parce que dans tous les cas, on a besoin de nous pour le côté stratégique, mais je dirais, comme Sylvain, qu'on n'est pas non plus irremplaçable. D'accord, c'est noté. Très bien. Alors on approche de la fin. J'ai encore trois petites questions qu'on n'a pas abordées pour l'instant. Donc la question c'était celle du recrutement de nouveaux profils d'auditoire. Est-ce qu'on peut envisager le podcast comme un outil de conquête ou est-ce qu'on est condamné finalement à prendre langue avec des gens qui sont déjà acquis à la question du vin, à la cause du vin? Est-ce qu'on peut sortir des sphères viti, vini, etc. Alors- Tout dépend de l'angle éditorial. Vas-y. Enfin, moi, j'allais dire que je pense pas qu'on sorte du cercle avec le bon grain de l'ivresse des gens déjà un peu acquis à la cause du vin. Ouais, pardon. Mais quand on voit la moyenne d'âge des buveurs de vin, la moyenne d'âge des auditeurs et auditrices de podcasts est nettement plus faible. D'accord ? Nous, on a beaucoup d'auditeurs qui ont entre 25 et 45, quand l'essentiel des buveurs de vin a plutôt au-dessus de 45 pour être poli, mais plutôt au-dessus de 55 même souvent. Donc, Restez poli quand même, oui. voilà. Donc ça, nous déjà sur ce côté-là, ça permet d'avoir cette partie-là des buveurs et buveuses de vin un petit peu plus jeunes. J'ai pas la prétention de dire qu'on rajeunit vraiment parce qu'en dessous de 30 ans, on n'en a pas tant que ça. Mais au moins, les personnes qui ont entre 30 et 40 ans, on arrive à toucher ce public-là, oui. Moi, je pense que ça dépend de la ligne éditoriale. Si votre podcast il est sur le vin, sur l'œnologie et sur la distribution de vos bouteilles sur le marché, c'est pas ça qui va vous aider à trouver une audience beaucoup plus large. Ce que je trouve intéressant, c'est parfois quand justement les gens du vin vont dans des podcasts où vont parler de sujets qui ne sont pas ceux du vin, mais qui y apportent l'éclairage du monde du vin. Donc j'allais dire, c'est un petit peu comme tout. Est-ce que la RVF, elle va trouver des nouveaux consommateurs? Tout dépend de ce dont parle la RVF. Bien Et sûr. tout dépend de comment elle s'adresse à eux et comment elle leur parle et de quoi elle leur parle. C'est la même question pour le podcast, je pense. Si je peux me permettre, moi par exemple, c'est pour ça que j'écoute les podcasts de mes camarades. Certes, c'est dans le milieu du vin, mais ils l'ont dit, ils parlent tous de communication, de marketing, qui sont des sujets dont je suis assez loin et auxquels j'ai pas vraiment été formé. Donc ça s'applique à la filière vin, ça me parle, mais c'est un petit peu plus large en fait. Ça peut être aussi des études de cas, des exemples qui sont applicables pour d'autres industries, d'autres personnes. Et donc je pense que ça peut aussi ouvrir des horizons dans ces champs-là. D'accord. En termes de recrutement, donc là on parle de nos podcasts, mais si on sort un peu de l'angle de nos podcasts et on parle juste d'un podcast d'une marque de vin ou de spiritueux qui serait en pleine stratégie de recrutement, par exemple sur les jeunes, il y a quelque chose qui marche beaucoup sur TikTok en ce moment, c'est tout ce qui est ASMR. Est-ce que ça pourrait pas être intéressant justement? Alors, je pense qu'il faut Donc, marquer une l'ASMR, petite pause, un acronyme. oui. Alors l'ASMR, je ne pourrais pas vous dire exactement ce que c'est en anglais. L'ASMR, si vous savez, tous les bruits de bouche, les petits tapotements, les trucs comme ça, c'est soit on aime, soit on déteste. Moi, personnellement, j'adore. Et je me dis que ça serait une idée, mais absolument fantastique, d'avoir plusieurs, que ce soit des marques, que ce soit des maisons, mais bref, un ASMR autour du vin, un ASMR autour de la Champagne, un ASMR autour du Jura. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Et de cette manière, on parle de vin, mais de manière détournée. En fait, c'est des sons qu'on utilise pour se relaxer et même pour s'endormir. Donc encore une fois, on pourrait parler de vin, mais de manière un peu différente, tout en sachant D'accord. effectivement qu'on n'est pas non plus 100% libre de ce qu'on fait. Donc, parce un peu qu'il y a la loi d'audace. et vin. Comment? Un peu d'audace. Exactement. En Voilà. fait, j'irais sur les formats. Peut-être aller sur des nouveaux formats un peu plus expérimentaux. Et moi, je voulais te poser la question. Tu parles de la loi E20, mais elle s'applique comment sur les Pardon, si je peux me permettre, parce Oui. que
C'est encore une fois, c'est alors, c'est Tchernobyl, assez- ça s'arrête pas à la frontière française. Vous êtes Non, soumis bien à la sûr, loi bien sûr, Evin. bien sûr. Non, pour ma part, non, avec mon podcast, parce qu'il n'y a pas de souci. Mais je pense que, je sais pas, je pense que là, ça serait plus à Sylvain de répondre, mais pour des podcasts qui peuvent être diffusés à l'international, mieux vaut faire valider ça quand même par un avocat spécialisé. Pour répondre à la question et donner un éclairage, effectivement, loi Evin, pour ce qui nous concerne, nous, notre cœur de cible pour les So Wine Talks, c'est la filière vin. Mais on voit bien qu'on touche aussi des étudiants, donc des jeunes, en fait, qui veulent découvrir le vin. Mais dans l'exemple que je donnais, qui est celui du podcast narratif et fictionnel pour Cause d'Estornel, là, l'objectif, c'est justement d'aller chercher des gens qui ne sont pas du tout, en fait, des consommateurs de vin. Et ça marche. Et en l'occurrence, puisqu'en grande partie, dans sa diffusion, on a visé une audience francophone, et même française, on s'est assuré qu'elle respecte la loi Evin. Alors je vais me permettre un éclairage personnel par rapport à ce sujet qu'on n'a pas préparé du tout. Pour les 20 ans de la loi Evin, j'étais invité à l'Assemblée nationale pour débattre avec des élus du vin, etc. Donc j'ai pris mon courage à deux mains à un moment, j'ai pris mon micro, profitant qu'il y ait les gens du CSA, donc le comité de l'audiovisuel, et j'ai dit que quand j'étais à la télévision, j'avais une caméra comme ça, on ne me voyait pas cracher, et pour cause, je ne crachais pas. Bon, et je suis passé ensuite à la radio avec Radio France, une force. On n'a pas su me dire, malgré ce grand dimensionnement, malgré ces services juridiques, personne n'a su me dire ce qu'on m'autorisait en geste de radio s'agissant du vin. Donc j'ai interrogé les gens du CSA, en l'occurrence c'était Catherine Laborde qui était présente ce jour-là au titre du CSA, et elle m'a répondu d'une manière extrêmement simple. On est à l'Assemblée nationale, sous les ordres de la République, là où s'écrivent les lois. Elle m'a dit, la loi Evin, c'est pas vu, pas pris. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ce que les prohibitionnistes ont gagné, c'est qu'ils ont mis le trouillomètre à zéro, excusez-moi de le dire trivialement, dans les rédactions. Et ils ont conduit à l'autocensure. Mais vous avez beaucoup plus de latitude que vous le pensez. N'ayez pas peur, dites les choses. Si après vous montez tout nu en buvant au goulot sur la table, ce serait une autre question. Mais si vous êtes sur des discours qui sont construits, n'ayez pas peur. Vous avez beaucoup plus de latitude que ce que l'atmosphère ambiante nous laisse entendre. Fin de la petite parenthèse. Alors, vous avez bien voulu convoquer la figure de la radio, merci. De temps en temps, on fait des émissions qui sont des PAD, prêtes à diffuser. En fait, c'est du différé. C'est toujours moins bien. Toujours, il nous manque quelque chose. Et ça entre en résonance avec une phrase que vous connaissez peut-être de Sarah Bernard, l'actrice. Il y avait une jeune actrice qui lui disait « Mais moi, le trac, je ne connais pas. » Et Sarah Bernard lui a dit « Mais pas de problème, vous verrez, ça vient avec le talent. » C'est un petit peu sévère, mais ça appelle quelque chose. Vous parliez de l'audace tout à l'heure. Et je sais, pour en avoir parlé avec Romain, que parfois il laisse tourner le magnéto, pour emprunter des termes de vieux, pour laisser filer la parole, même si elle est un peu maladroite, etc. Ce registre d'authenticité. On le laisse aller, le lâcher prise. Est-ce que ça peut être un des registres forts qui, à mon sens, fait un petit peu défaut pour l'instant pour les podcasts, puisqu'ils sont montés? Est-ce que la parole live n'a pas une place à prendre un peu plus importante qu'aujourd'hui? Nous, on pourrait le faire. Parce qu'aujourd'hui, le montage qu'on fait, il est très modeste. C'est-à-dire qu'on essaye de se mettre dans les conditions du direct. Et le montage qu'on fait par la suite, c'est simplement du nettoyage. On enlève éventuellement quelques éternuements, des réponses qu'on reprend un petit peu parce que la personne n'a pas fouillé. Un peu de cosmétique à la marge. C'est surtout de la cosmétique. Donc nous, on pourrait le faire. Je pense que ce serait un exercice un tout petit peu différent pour les invités, qui leur mettrait tout de suite un petit peu plus de pression. Mais je pense que le micro, on l'oublie quand même assez vite. Au bout de quelques minutes, quand on sait qu'on va être là, il faut savoir créer un climat. Voilà, exactement. Nous, le climat, on le facilite en étant chez eux. C'est-à-dire que c'est eux qui choisissent la pièce où on s'installe, modulo les problèmes de bruit de frigo ou de pièces qui résonnent. Mais on est chez eux, donc c'est tout de suite un climat confortable. Donc en fait, c'est un peu comme un studio de radio. Il y a le langage corporel
qui Bien sûr. compte, qui permet d'envoyer des signaux. Après, le direct, il faut aussi trouver quand le diffuser et avoir le rendez-vous des auditeurs. Voilà. Bien sûr, bien sûr. C'est un des défis, je pense, du direct. D'accord. Sylvain? Ouais, en fait, ta question me fait penser en fait, à un réseau social qui a émergé il y a 3-4 ans qui s'appelle Clubhouse. Je ne sais pas si vous avez testé ça. Et c'était le concept consistant à dire, en fait, réseau social sur l'audio en fait. Je rejoins en fait des gens pour discuter en live en fait de sujets un peu à bâton rompu. Et on avait du coup, chez Sowine, on a du coup surfé sur la vague au moment où ça a pris un petit peu du coup d'ampleur. On a testé des formats et c'était assez intéressant en fait de voir effectivement qu'on pouvait en fait se retrouver avec des gens qu'on n'avait pas forcément choisis, mais réunis en fait par un thème, par un sujet, et puis on pouvait discuter avec un modérateur bien sûr. Enfin voilà, des choses qui permettaient d'avoir une parole bien tenue. Bon, force est de constater quand même que Clubhouse n'a pas du coup connu peut-être le succès qu'on pouvait espérer, et que ce format en fait c'est un peu délité. D'accord. Alors justement, on parlait de la radio. On arrive au terme de cet entretien. La radio, c'est devenu la télé. La radio tape sur les podcasts. Les blogs ont été ringardisés par les réseaux sociaux. Les podcasts vont-ils être ringardisés par TikTok? Vous avez une intuition sur le devenir du podcast? Non, pour moi, tous les médias que vous avez nommés, ils sont encore présents et ils sont encore bien vivants. Enfin, la radio, même peut-être plus que jamais grâce au podcast. Donc, je pense pas que je pense que le podcast, c'est un format qui est extraordinaire, qui est là pour durer. Qui va continuer d'évoluer finalement. Qui va continuer d'évoluer. Si on en croit nos amis les Américains, chaque nouvelle élection révèle un nouveau média. Cette année, l'élection présidentielle a clairement révélé le podcast comme étant le média d'influence centrale, puisqu'on a des plateformes pendant 2 heures où les personnalités peuvent venir s'exprimer en profondeur. Encore une fois, avoir des outils qui permettent de prendre des temps longs ou courts, parce qu'il y a des formats courts de podcast qui fonctionnent très bien aussi, mais d'avoir une variation justement sur cette temporalité d'interview et de connexion avec les invités, elle est très très intéressante et je pense qu'elle ne va pas s'en aller. Eh bien, bravo. Alors, je crois qu'on a, pour finir de parler trivialement, un peu explosé le timing. Voilà. C'est un bon signe, en général, puisque tout le monde est resté. Vous allez pouvoir prendre langue avec nos amis qui vont... Je vais vous les rendre à la vie normale. Voilà. Un grand merci, en tout cas, à vous d'avoir témoigné et à vous d'être venus aussi, parce que sinon, on parle tout seul et assurément, c'est autre chose. Merci. Merci à tous.